Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous accueille dans ce nouveau numéro des joies de l'éco-construction, aujourd'hui consacré aux mémoires de recherche de Zhuang Yiyao, Ayao de son surnom, intitulé « Expérimenter l'éco-construction, les significations contemporaines de la construction ». C'est tellement riche que nous y consacrerons 2 épisodes. Mais reprenons tout d'abord le fil de la semaine dernière, quand nous étions revenus sur ce que Chloé Ando, jeune architecte qui relie la France et le Japon en vélo, avait apprécié à Taïwan, et notamment les rencontres qu'elle a faites dans le domaine de l'architecture vernaculaire. Parmi ces rencontres, celle avec Ayao l'a beaucoup marqué. Ayao, ça vous dit peut-être quelque chose, car il a été déjà interviewé dans cette émission plusieurs fois. Avec sa femme Iris, ils étaient autrefois ingénieurs à Hsinchu dans le domaine des circuits intégrés. Et un jour, ils ont décidé de changer de vie pour qu'elle ressemble davantage au monde qu'ils souhaitent voir advenir. Passionnés de construction en terre et en bambou, cela fait maintenant 1 décennie qu'ils mènent des projets d'éco-construction. D'ailleurs, à l'origine, c'est Ayao qui est le concepteur de la maison goutte Shuidi-hu à Taichung, où Chloé a donné la conférence dont nous avons parlé mercredi dernier. Et justement, c'est après cette conférence que Chloé et Ayao ont eu l'occasion de faire connaissance, d'où les cigales qui nous accompagnent en fond sonore. Il y a 3 ans, Ayao avait repris ses études. En parallèle à ses projets, dont la maison goutte, il s'était inscrit en fac d'architecture à l'université Chunggong à Tainan. Il a soutenu son mémoire il y a quelques semaines et ça a été un plaisir pour lui d'en présenter les grandes lignes à Chloé. Parce qu'avec une approche différente, finalement, il parvient à des conclusions très proches de ce dont elle a parlé dans sa conférence. J'ai pu enregistrer la conversation avec l'autorisation de Ayao pour que vous puissiez en savoir plus sur sa recherche. Comme elle n'a pas encore été traduite, c'est une avant-première en langue étrangère et c'est passionnant. Le mémoire s'intitule donc « Expérimenter l'éco-construction, les significations contemporaines de la construction » et je précise que dans cette émission, j'ai traduit « natural building » ou « zheran jianzhu » par « éco-construction », diminutif de construction écologique. C'est un choix de ma part, mais d'autres personnes auraient peut-être choisi « construction naturelle ». Après cette petite introduction, la parole à Ayao dans sa conversation avec Chloé. Ma recherche porte sur le fait d'expérimenter l'éco-construction et sur le sens que cela a dans le monde contemporain. J'ai travaillé dessus pendant près de 3 ans. C'est difficile à résumer, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en résonance avec le contenu de ta conférence, même si nous avons expérimenté de manière différente. Ma recherche est partie de l'expérience des participants à des projets d'éco-construction pendant le processus et comment cette expérience les affecte. À travers cela, je voulais interroger le sens de la construction en matériaux naturels à travers l'action de construire. Mes hypothèses de départ et ma motivation sont parties de mes propres expériences, car j'ai pu constater que participer à des projets d'éco-construction changeait vraiment les gens. C'est ce que j'ai voulu explorer dans ce master, en prenant le temps de creuser le sujet. Ayao est parti de sa propre expérience pour dresser les hypothèses de départ, puis il a conçu un questionnaire pour les tester et recueillir les avis de plus de 300 personnes ayant une expérience en éco-construction à Taïwan. Une méthode d'analyse statistique couramment employée dans les sciences du comportement. Le plus important, ce sont bien sûr les questions. Ayao a passé 1 an à y réfléchir pour faire en sorte que les réponses puissent apporter des résultats révélateurs. La première partie de la recherche se penche sur la relation et les différences entre la construction et l'éco-construction. Dans le cadre de ce mémoire, je définis l'éco-construction comme principalement le fait de construire de manière artisanale en utilisant les ressources locales et de manière collaborative. On peut donc noter que pour Ayao, l'éco-construction, ce n'est pas que construire en matériaux naturels. L'aspect collaboratif en fait partie intégrante à ses yeux, en tout cas dans la définition qu'il donne dans le cadre de sa recherche.
À travers mes recherches, j'ai essayé de trouver quelle était l'essence de ce type de construction. Premièrement, les gens façonnent leur mode de vie à travers l'expérience de la construction et le bâtiment lui-même reflète leur mode de vie. Deuxièmement, les gens deviennent partie intégrante de la nature au fil de ce processus. Troisièmement, ils s'épanouissent pleinement grâce à cette expérience. Ils deviennent vraiment eux-mêmes. Quatrièmement, les gens tissent des liens avec les autres durant ce processus. Voilà l'essence de l'éco-construction. Mais qu'est-ce que devenir vraiment soi-même ? En termes psychologiques, il s'agit de plénitude, ou dit autrement, selon Hayao, de ne pas avoir à porter de masque. Car comme il le rappelle, dans la vie de tous les jours, notre soi intérieur est souvent différent de la personne que l'on veut paraître vis-à-vis du monde extérieur, et nous portons des masques, parfois sans nous en rendre compte. Mais à travers l'acte de construire, on peut exprimer son monde intérieur et s'accepter. C'est un sentiment très profond et c'est la raison pour laquelle je voulais explorer et comprendre les mécanismes sous-jacents à ce phénomène. Ensuite, Hayao compare dans son mémoire l'éco-construction à l'architecture vernaculaire que nos ancêtres pratiquaient et aussi à la construction industrialisée en s'interrogeant sur ce qui a changé et qu'est-ce que l'on a perdu dans le monde contemporain. Il utilise différents critères, matériaux, techniques, conception, main-d'œuvre, rôle des participants, pour répondre à quels besoins, etc. The result is that natural building has its own unique characteristics. Il en résulte que l'éco-construction possède des caractéristiques uniques, tant au niveau des matériaux et des techniques que des motivations. Sur ce point-là, elle répond à un besoin personnel ou à un mode de vie. Ce n'est pas exactement la même chose que l'architecture vernaculaire, et c'est différent de la construction moderne. Selon Hayao, l'essence de l'éco-construction se décline en 4 éléments. Elle façonne le mode de vie de celles et ceux qui la pratiquent, elle nous permet de devenir partie intégrante de la nature, de devenir son véritable soi et de se connecter aux autres. C'est ces éléments qui ont permis à Hayao de découvrir le sens de la construction à travers l'éco-construction. Mais il est aussi allé plus loin en explorant comment les constructeurs vivent cette expérience, le processus de l'éco-construction. Un aspect qui est rarement traité par les chercheurs en architecture. À travers mes recherches, j'ai constaté que beaucoup de personnes s'intéressent à l'éco-construction. Beaucoup de recherches ont été faites sur les matériaux, les techniques, les politiques et de nombreux autres aspects. Mais il me semblait que personne n'avait fait de recherche approfondie en mandarin sur le vécu des constructeurs durant le processus. Je souhaitais donc découvrir ce que signifie l'éco-construction à travers leur regard. Hayao nous explique comment il a organisé son questionnaire basé sur des hypothèses qui découlent de sa propre expérience. Il s'agit principalement de 3 dimensions. L'acte de construire, l'expérience perçue et la signification intérieure. C'est donc un processus qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Premièrement, l'acte de construire. Il s'agit des savoir-faire artisanaux, du travail manuel, des matériaux naturels, y compris de leur récolte, de l'observation de l'environnement et de l'adaptation du bâtiment à cela, de collaboration et d'autoconstruction. Deuxièmement, l'expérience perçue. Il s'agit de l'expérience corporelle, de la perception du temps et de la dimension ludique. C'est-à-dire que la priorité n'est pas le but, mais le processus. On est vraiment dans le présent quand on construit, ce qui est très différent de l'approche de la construction moderne. Il s'agit également de connectivité avec la nature, de connexion avec les autres et comment on s'inscrit dans un espace. Troisièmement, la signification intérieure ou le sens profond. Cela concerne la réalisation de soi, l'autonomisation, le sentiment de guérison et le sentiment d'appartenance. En ce qui concerne l'acte de construire,
L'aspect collaboratif ou encore l'adaptation à l'environnement sont des points importants confirmés par les résultats des questionnaires. En revanche, le fait d'utiliser des matériaux naturels est devenu utiliser des matériaux locaux et en faire un usage approprié. Yao a confié qu'au départ, il n'était pas très enthousiaste à l'idée d'utiliser l'analyse statistique basée sur une gradation en 5 niveaux mesurant l'intensité d'une opinion ou d'un sentiment. Mais des résultats significatifs en sont ressortis. Si l'on a de bonnes questions et une cohorte significative, ça peut être vraiment intéressant, précise-t-il avec du recul. En ce qui concerne le deuxième point, l'expérience perçue, je n'entrerai pas dans les détails, mais il est notamment question de perception corporelle, du plaisir de jouer, de la concentration, du rythme lent et de perception du temps, ainsi que de connexion à la nature. Le point qui lui a paru le plus intéressant, c'est que 2 points qu'il considérait comme distincts, les liens humains et la connexion avec l'espace, ont convergé dans le résultat des questionnaires pour devenir le lien entre les personnes et le lieu qu'elles bâtissent. Au fil de leur expérience, les constructeurs tissent un lien émotionnel tant avec le lieu que les autres constructeurs, les deux sont liés. En ce qui concerne la signification intérieure ou le sens profond, avant, il y avait 4 variables selon mon hypothèse, mais il n'en reste plus que 2. La réalisation de soi et l'autonomisation ont été fusionnées dans l'épanouissement personnel, tandis que le sentiment de guérison et le sentiment d'appartenance sont devenus le retour à soi. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé cette formulation, le retour à soi ? Parce que la guérison ultime consiste à devenir son vrai soi, à retrouver son état originel. Guérir, ce n'est pas seulement se soigner d'une maladie, c'est redevenir soi-même. Et ce qui est incroyable, c'est que tout au long du processus de construction, les gens peuvent ressentir cela. C'est vrai que construire un abri, c'est finalement quelque chose qui est dans notre instinct, comme chercher sa nourriture. Les pratiques de nos ancêtres leur permettaient non seulement de survivre, mais aussi de tisser des liens avec le vivant dont nous faisons partie et dont nous dépendons. Aujourd'hui, notre mode de vie a beaucoup changé. Dans de nombreux domaines, nous sommes devenus des consommateurs et nous satisfaisons nos besoins à travers l'appareil industriel qui nous coupe de la relation avec le vivant. Le secteur du bâtiment, quant à lui, est devenu l'un des secteurs les plus polluants et émetteurs de gaz à effet de serre. Mais il reste quand même des personnes qui pratiquent l'éco-construction, qui se réapproprient le rôle de constructeur dans ce monde contemporain. Nous n'avons donc pas tous oublié notre instinct de constructeur. Nous verrons justement la semaine prochaine aux côtés d'Ayao en quoi le maintien de l'éco-construction, même si cela reste pour le moment un courant marginal, est crucial dans le monde d'aujourd'hui. C'est la fin de cet épisode, rendez-vous mercredi prochain pour la suite.